surplanter le droit constitutionnel qu'on a représenté comme étant le droit constitutionnel ou la loi constitutionnelle comme la loi de référence. Mais les gens ont oublié que le principe de la cristallisation est constitutionnel parce que la Constitution, surtout celle de 2006 plutôt, elle a repris beaucoup de principes de droit pénal, la cristallisation. Si vous prenez l'article 17.3 et 4, nul ne peut être poursuivi pour une action, une omission qui ne constituait pas une infraction. Au moment de fait et au moment des poursuites. C'est la Constitution qui le dit. Vous prenez le Code judiciaire militaire, je pense que c'est l'article 104, de la qualité de la personne, et regardez au moment de fait et au moment des poursuites. Donc ce principe de cristallisation, c'est un principe qui est repris dans la Constitution. Et donc, c'est le premier argument que j'ai donné. Je sais qu'il y a des réactions qui peuvent venir de vous. Le deuxième argument, j'ai évoqué le principe du revirement. Non. Avant même le principe du revirement, j'ai évoqué le principe du juge naturel. Chers amis, la Constitution dispose que nul ne peut être soustrait de son juge naturel. La Constitution dit nul. La Constitution ne dit pas X, Y peut ne pas avoir un juge naturel. Ça conforte même le principe de l'égalité de tous devant la loi. Il dit que chacun de nous doit avoir un juge naturel. Il faut que le juge soit compétent. Et c'est à ce titre que du président de la République jusqu'au dernier citoyen, tout le monde est rattaché à un juge. Sur la barre de ce principe... Prenons le cas, vous allez parler bien sûr de ce principe de cristallisation, on va y revenir. Prenons le cas de la Cour constitutionnelle. Elle est juge naturel de qui? Du président de la République et du Premier ministre. En fonction ancien. Bon, c'est vrai que pour l'ancien président de la République, la loi ne l'a plus rendu responsable, la loi de 2018. Elle a unanimisé pratiquement de toutes les poursuites. Mais pour moi, le président de la République reste redevable devant la Cour constitutionnelle. Il en est de même du Premier ministre, ou l'ancien ou nouveau? Pour le Premier ministre, le débat est, la Constitution reprend le terme, le Premier ministre en fonction. Laissez-moi vous dire... Mais l'ancien vient faire quoi alors? Je parle du principe de la cristallisation et je vous montre. Allez-y. Le principe, c'est que lorsque un des dirigeants repris par la loi de 2018 qui fait la liste des chefs de corps, je pense qu'il y en a 18 chefs de corps, le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, ainsi de suite. Lorsqu'il quitte les fonctions, il devient des citoyens ordinaires. Lorsqu'il quitte les fonctions, tous les actes qu'il pose peuvent être poursuivis par un juge ordinaire que la loi leur assigne. Pour être plus explicite, aujourd'hui, si un ancien Premier ministre, il y en a 3 ou 4, prend un revolver, il abat quelqu'un, le meurtre est poursuivable devant le tribunal de grande instance, il ira devant le tribunal de grande instance. L'ancien président de l'Assemblée nationale, je vais citer, bon, je ne cite pas, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui est juriste, aujourd'hui, s'il commet une infraction de meurtre, il répondra devant le tribunal de grande instance. Ça signifie que il est de principe que lorsque une de ces autorités quitte les fonctions, il redevient citoyen ordinaire. Et son juge naturel, en ce moment-là, devient le juge naturel que la loi consacre par rapport à la compétence matérielle. Je risque d'être trop technique. Soyez pragmatique pour ça.
Soyez pragmatique. Je vais dire ceci. Oui. Nous sommes en train d'expliquer de manière pratique la cristallisation. Et s'agissant du président de la République, de l'ancien Premier ministre et des autres chefs de corps, je dis en principe, lorsqu'ils quittent les fonctions, ils deviennent des citoyens ordinaires. Pour le président de la République, la loi a réglé cette situation parce que la loi indique que l'ancien président de la République devient sénateur à vie. Rien n'est dit au sujet du Premier ministre. Rien n'est dit au sujet du président de l'Assemblée nationale. Rien n'est dit au président du Sénat. Rien n'est dit tous les autres chefs de corps. Pour nous, les pénalistes, ils deviennent des citoyens ordinaires. Mais lorsque on veut les poursuivre pour les infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de fonctions, on les renvoie au juge de fonction, de rattachement de fonctions, en l'occurrence pour l'ancien Premier ministre, au juge constitutionnel, c'est-à-dire à la Cour constitutionnelle. S'il vous plaît, madame, je vais terminer. Ce que je dis du Premier ministre est valable pour l'ancien président de l'Assemblée nationale, pour l'ancien président du Sénat. Aujourd'hui, si on veut le poursuivre pour les infractions qu'il avait commises lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, on ira à la Cour de cassation. Et cette pratique est tellement vraie qu'aujourd'hui, souvenez-vous, plus proche de nous, je crois que c'était M. Eteni Longondo, il a été poursuivi après qu'il ait été ministre. En prison à Makala aujourd'hui, nous avons M. Oli Ilunga, ancien ministre de la Santé. Il a été poursuivi. Est-ce que la procédure du ministre en fonction, c'est-à-dire demande d'autorisation de poursuite, demande de mise en accusation, cette procédure a été utilisée? Monsieur, s'il vous plaît, je termine par le dernier exemple. Je vous en prie. Le cas Willy Bakonga. Monsieur Willy Bakonga a été dernièrement poursuivi. Ça signifie que le principe de cristallisation est un principe qui a toujours été utilisé dans notre droit. Et lorsque vous prenez ce principe de cristallisation, vous le couplez avec le principe du juge naturel, s'agissant de l'ancien Premier ministre, vous le ramenez à la Cour constitutionnelle. Professeur, oui. Prenons le cas échéant de l'ancien Premier ministre. Il faut le citer, hein, le cas de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Son juge naturel, en fonction, ce que dit la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle. Mais la même Cour constitutionnelle a créé ce qu'on appelle une jurisprudence en se déclarant incompétente de juger un ancien Premier ministre. Vous voyez que maintenant, ça pose un problème. Est-ce que sur la question, il y a d'autres interventions? Allez-y. Alors, après cette décision, ce jugement de la Cour constitutionnelle sous Kalouba, c'est maintenant le peuple qui assiste. Dans un Congo, état de droit, ou dans le processus de l'état de droit, à une sorte de polémique. Oui. Là, alimentée par des écoles, des droitistes, je vous appelle comme ça, des droitistes, ou des diplômés des facultés de droit, qui, pour les uns, justifient le fait que Matata ne soit pas poursuivi, pour les autres, il faut qu'il soit poursuivi. Finalement, quel embrouillamini Merci beaucoup. Quelle confusion dans laquelle vous plongez le peuple congolais. Merci. Je voudrais demander, vous poser cette question. Vous êtes parmi le collège des constitutionnalistes ayant participé à l'élaboration de l'actuelle loi fondamentale. Êtes-vous aujourd'hui fier de cette constitution qui a une interprétation selon les écoles? Chaque fois que vous intervenez, Est-ce que vous êtes fier de la façon dont la Constitution est appliquée aujourd'hui? Selon notre confrère, il y a des différents courants qui s'opposent dans l'interprétation de cette Constitution. De ce point de vue-là, j'aimerais relever un principe. Allez-y. C'est que
nous, les professeurs, ou les scientifiques, nous ne vivons pas avec la pensée unique. C'est la doctrine, c'est une source de droit. Chacun de nous peut avoir la liberté d'interpréter la Constitution ou d'interpréter les principes, mais il faut comprendre que nous, doctrinaires, dans nos divergences respectables et respectées, personnellement, on a tendance à regretter que nous soyons, dit-on, dans la confusion. Non, ce n'est pas une confusion. C'est comme ça le monde scientifique. Mais les conséquences sont se réelles. mettre, s'il vous plaît. C'est comme ça. On est d'accord sur un certain nombre de points et on peut ne pas l'être sur d'autres. Mais chacun prêche pour sa chapelle. Chacun, s'il vous plaît, chacun prêche pour sa chapelle. Je ne rentre pas dans la théorie. La vôtre est la quoi? théorie, je suis pénaliste. Ok. Je suis pénaliste. Je dis, je prêche pour ma chapelle. Et je dis que le principe de cristallisation, dans le cas d'espèce, sur la base de la loi, donc la loi constitutionnelle, article 17.3 et 4, article 104 du Code judiciaire militaire, nous renvoie à ce qu'aujourd'hui, l'ancien Premier ministre, étant devenu citoyen ordinaire aujourd'hui... Non, il est sénateur. Les sénateurs. Mais, excusez-moi, ça je le retire publiquement. Oui. Non, j'ai dit citoyen ordinaire, Oui. vu de son détachement par rapport au Premier ministre, Ok. au rôle du Premier ministre. Mais, il est sénateur aujourd'hui. Pour le principe, la théorie, Et puis c'est qu'en c'est quittant dans le schéma de compréhension du pénalisme, en quittant les fonctions de Premier ministre, il était redevenu citoyen ordinaire. Bon, pour le cas d'espèce, lui, les autres ne sont pas sénateurs. Hein. Les autres anciens Premiers ministres ne sont pas sénateurs, Oui. ils ne sont pas députés, ils ne sont pas ministres, donc sont devenus des citoyens ordinaires. Leur jugement est déterminé par la compétence matérielle. Ça signifie les infractions punissables de 1 à 5 ans, tribunal de paix. Poursuivi pour les infractions de 5 ans jusqu'à la peine de mort, tribunal de grande instance. Et la particularité justement de la question pour nous, pénalistes ici, c'est que nous sommes dans une matière particulière où ce n'est pas la compétence matérielle, mais c'est la compétence personnelle qui est en jeu ici. Une compétence du juge qui est liée aux fonctions qu'a exercé quelqu'un. Et donc, quand je parle de la cristallisation, ça signifie que le juge, au moment de fait, reste, parce que les faits sont cristallisés. Le juge du moment le demeurera, même si la personne quitte les fonctions. Alors, si j'ai... Mais c'est pas précisé dans la Constitution par pour ça. rapport, s'il vous plaît. Allez-y. Ben, on a dit que la Constitution a indiqué que l'ancien Premier ministre ne peut pas être poursuivi. Mais j'ai vu dans le débat, et c'est vrai, qu'on a fait référence à l'article 419 qui parle de la déclaration des biens et qui indique que l'ancien Premier ministre qui n'a pas déclaré les biens peut être poursuivi. C'est la Constitution, article 99, qui prévoit une hypothèse de poursuite par la Cour constitutionnelle de l'ancien Premier ministre. C'est l'article 99. Alors, concrètement, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, mais je pense, je dis qu'il y a eu un revirement, c'est vrai. Qu'il y a un débat, je voulais vider cette question du débat entre les doctrinaires. La décision pour mettre fin à la polémique, c'est la décision du juge. De nous tous, les uns, les pénalistes, les constitutionnalistes, celui qui tranche, c'est le juge constitutionnel. Et là, nous sommes en face d'une deuxième décision de la Cour constitutionnelle qui a reconnu la compétence, sa compétence à poursuivre. Et vous avez parlé du revirement. J'ai évoqué dans mon audio, dans ma vidéo, qui a fait polémique, que
Le revirement, c'est quoi? C'est le fait pour une juridiction qui a rendu une décision de revenir sur sa décision. La théorie générale de droit enseigne que toute juridiction peut revenir sur la décision qu'elle a déjà prise. Toute juridiction. Donc c'est pas sorcier de revoir aujourd'hui la Cour constitutionnelle et revenir sur sa décision d'incompétence pour juger l'ancien Premier ministre. La question c'est quelle relation y a-t-il entre la première décision et la deuxième décision? Est-ce que lorsque une juridiction procède à un revirement de jurisprudence, quel est l'effet du revirement? J'ajoute encore en théorie de droit que le revirement, j'ai toujours dit, peut avoir un effet rétroactif. Un effet rétroactif par rapport à la décision précédente. Sauf si la décision de revirement prive à un justiciable son droit d'avoir un juge. Qu'en est-il du cas d'espèce? Je sais qu'il y a eu un débat des constitutionnalistes sur la procédure qui a été suivie par la Cour constitutionnelle pour aboutir au deuxième arrêt. Je n'entre pas dans ce débat. Ils peuvent avoir raison pour contester tel procédure. Mais je pose la question sur le plan du droit. Quelle est la valeur juridique du deuxième arrêt de la Cour constitutionnelle? Est-ce un arrêt qui existe, qui est régulier, qui est applicable, ou bien c'est un arrêt qui est nul, comme le prétendent certains? Est-ce que la nullité d'un jugement peut exister? Il n'y a qu'une voie de recours quelconque qui peut annuler un jugement. Donc je dis par rapport au revirement, cette décision en droit judiciaire, en cas de revirement, elle est opérationnelle, elle est valable, elle est là. Professeur, en des termes clairs, il faudrait que ce dossier soit clairement défini. En tant que pénaliste, est-ce que l'ancien Premier ministre, Matata Ponyo, il faut citer son nom, en rapport avec les dossiers Boukanga Alonso, peut être poursuivi, oui ou non, sans entrer dans des considérations empiriques? Je l'ai dit, je le répète, et je persiste et je signe. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du Premier ministre ancien comme en fonction, comme je l'ai dit. Mais laissez-moi ajouter quelque chose un peu là-dessus. Au-delà de tout rapidement, parce qu'on va aborder le dernier point, la justice transitionnelle. Avant de l'aborder, il m'a été posé la question ici sur quelle est la place, la lutte contre la corruption, la redevabilité et la capacité des dirigeants à promouvoir le bonheur du peuple. Nous avons, ce sont des considérations qui sont un peu sociologiques. Je suis un intellectuel engagé, comme je l'ai dit. Notre budget était 14 milliards. Qui exécute le budget? C'est le gouvernement, qui est dirigé par le Premier ministre. Vous considérez vraiment que quelqu'un qui gère 14 milliards ne puisse pas rendre compte judiciairement de cette gestion-là sur le plan de la justice? S'il doit le faire. Ça c'est un. De deux, quand vous lisez, je le dirais par rapport à la justice transitionnelle, quand vous lisez la plupart des textes de notre pays, de la Constitution aux différentes lois, quelle est cette tendance-là à chaque fois à parler du vide juridique? C'est qu'il y a une intelligence maligne qui fait toujours en sorte que les responsabilités, les grandes responsabilités ne puissent pas être rendues, d'autant plus que ceux qui sont concernés par ces actes-là sont les mêmes qui font les lois. C'est eux qui font la Constitution, c'est eux qui régissent les lois, de sorte que, finalement, la justice, telle que muselée, la justice muselée, vous verrez, lorsque vous voyez les procédures, dans le débat des scientifiques, un groupe de juristes considère comme étant du droit constitutionnel pénal. Regardez ce qu'ils disent. Pour poursuivre le Premier ministre,
nouveau, ok, il faut le Congrès, l'autorisation du Congrès. Pour poursuivre le Premier ministre en fonction, ou le ministre en fonction, il faut la majorité de l'Assemblée nationale. Pour poursuivre le président de l'Assemblée nationale, il faut une majorité pour lever les immunités. Regardez la pratique parlementaire. Quand est-ce que le Congrès s'est réuni? Chers amis, nous allons mourir. Le Congrès se réunira quand? Pour lever à la majorité la décision de faire poursuivre un président ou un Premier ministre en fonction. Surtout quand ils sont en vacances parlementaires. Le président de l'Assemblée nationale et les ministres en fonction. Prenez la République démocratique du Congo depuis qu'elle existe. Parce que ce sont des procédures anciennes. Tous ces verrouillages-là. Combien de fois l'Assemblée nationale s'est réunie et a levé, a accordé l'autorisation? Et de ce point de vue-là, on peut excuser la justice parce qu'elle est muselée. Et là, j'affirme que la justice de notre pays s'arrête à la porte du Parlement. Donc c'est fait intentionnellement. C'est fait, je dis, intentionnellement parce que les lois ont été rédigées de manière telle que, finalement, nous sommes dans un système où il y a une justice à deux vitesses. Une justice pour les forts et une justice pour les faibles. C'est-à-dire les forts, pour les poursuivre, il faut que leurs pairs se réunissent pour décider. Mais pour la population, pour le reste, ce n'est pas le cas. Pourtant, nous sommes pauvres parce que le pays souffre de la corruption. Mais qui sont dans les détournements des deniers publics? Est-ce que ce sont les pousseurs qui détournent l'argent de l'État? Non. Regardez comment nous sommes durs par rapport à la loi vis-à-vis des jeunes colonnats. Allez à Makala. Makala, comme les autres prisons, sont remplies par les voleurs de poules, les voleurs de téléphones portables. Pourtant... Mais il y a des voleurs de deniers publics qui... D'accord. Mais quand on voit la gravité des actes causés par ceux qui sont à Makala, par rapport à ceux qui détournent, vous connaissez un pays au monde où il y a un soupçon de détournement de 100 millions, 200 millions de dollars. Et dans ce type de poursuite, c'est là aussi, parce que l'intelligence aussi a une finalité, a une éthique. Nous avons aussi le bon sens. Nous avons le bon sens. Est-ce que nous sommes fondés de justifier que des personnes sur qui reposent? Professeur Luzolo, oui. Je vous retrouve dans votre pot de ce libre penseur à New York, alors que vous vous occupiez de la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux à New York. Il y a vous vous souvenez? Il y a peu. Oui, professeur Luzolo, je vous sens un homme révolté pour la volée et prêt à mourir pour le droit et pour la patrie, ou pour le vrai droit. Oui. Mais pourquoi les choses ne changent pas toutes les années? On sent que le législateur lui-même est complice dans cette confusion et dans cette déconfiture de notre société. Exactement. C'est entretenu à dessein. Oui. Le législateur lui-même. Oui. Alors les gros poissons ou les riches, les forts se protègent entre eux-mêmes. Et pour en cravate. Pire votre expression. Et pire encore, vous les scientifiques des collines autrefois inspirés, vous nous amenez des théories, des auditoriums des universités, pour venir nous plonger, nous le peuple et cette classe moyenne, dans la confusion afin de protéger aussi les riches et les forts. Et ceux qui détournent les forts. Voilà. Finalement, où allons-nous? Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que les choses ne peuvent pas changer? Ce n'est pas... Justement, c'est pourquoi je dis, au bénéfice de votre question, au-delà de toutes les divergences, qu'est-ce qu'il faut retenir? Effectivement, c'est le rôle de l'intellectuel. Je vais reprendre un peu ce que je ne l'ai pas rencontré. J'ai vu quelqu'un qui est très actif dans la lutte contre la corruption, je le récite là, je l'entends dire ceci, que les intellectuels, il a lu le contrat chinois, et il a dit, il s'est exprimé en disant,
les intellectuels congolais sont devenus des obstacles au développement de notre pays. Effectivement. Il a raison. Il a raison. Parce que le soubassement de l'intelligence, est aussi le bon sens. C'est vrai, lorsque vous vous interrogez, comment les intellectuels font pour justifier, prêcher la confusion qu'il y a dans la Constitution, qui n'a qu'un objectif, faire échapper aux poursuites les gros poissons, comme vous les appelez. Mais malheureusement, je n'ai pas l'intention de dire que c'est une intelligence de l'axe et du mal. Parce que le bien reste le bien. Le mal reste le mal. La justice repose sur le bien. Est-ce que c'est une fatalité? Nous sommes Congolais. C'est nous qui élisons nos dirigeants. Lorsque nous les élisons, c'est pour qu'ils aillent c'est muet en Parlement, Assemblée nationale ou Sénat, pour faire les lois. Mais il est important cette fois-ci que nous observons ce que les juristes, c'est encore la théorie du droit pénal, le droit constitutionnel pénal, les droits des dirigeants, lesquels pour les poursuivre, il faut que les assemblées se réunissent et votent à la majorité. Quelle est la position que nous, peuple congolais, nous devons adopter face à cela? Heureusement, nous sommes en face d'un processus électoral. Ce sont les mêmes qui viendront nous demander les voix. Et quand ils vont se mettre à l'Assemblée, ce sont les mêmes qui sont formés, qui vont élaborer ces lois-là. Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut déverrouiller. Et comment? Il faut déverrouiller la Constitution. Comment? Le cas d'espèce. Il faut saluer la jurisprudence qui a pris la décision, comment dirais-je, d'organiser les poursuites pour un ancien Premier ministre. C'est une pratique de déverrouillage de la Constitution et de déverrouillage, comment dirais-je, d'une porte qui a été longtemps fermée pour lutter contre l'impunité. Dès lors qu'un Premier ministre peut judiciairement rendre compte, mais il rendra compte à qui? Regardez comment est écrit la Constitution, l'article 149.3. La justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple congolais. Le dépositaire de la justice, c'est le peuple. Le combat, c'est réussissons à déverrouiller ces différentes procédures. Les juges congolais l'ont fait. Il faut revoir la Constitution. Oui, mais il ne faut pas. Il faut la modifier. Il faut absolument, dans les prochaines assemblées, oui, déverrouiller la Constitution, déverrouiller pour que les poursuites soient plus souples, pour que ce que les amis appellent le droit constitutionnel pénal, justifiant les assemblées préalables pour poursuivre les personnalités, alors qu'on n'est que dans la compétence personnelle. La compétence personnelle en droit, c'est on confère à ces personnes-là des immunités de fonction pour leur permettre d'assurer pleinement ces fonctions-là. Il faut les déverrouiller, il faut une modification constitutionnelle, mais il faut déjà une prise de conscience du Congolais pour comprendre que les lois congolaises de la Constitution sont appliquées jusqu'aux lois, ces lois-là sont truffées de pièges qui consacrent et qui organisent l'impunité dont nous souffrons particulièrement, en particulier en matière de corruption. La corruption est horrible, la grande corruption dans notre pays, parce que les magistrats sont muselés par la Constitution, parce que les magistrats sont muselés par la loi, parce que ceux qui peuvent être détournés le plus gros montant, ce sont les grands dirigeants. Ce ne sont pas les petits dirigeants. Professeur, c'est un sujet qui mérite bien d'approfondir peut-être dans d'autres émissions, mais nous sommes limités par le temps. Nous abordons la dernière partie de l'émission concernant la justice transitionnelle. Juste nous donner une idée sur ça. Il y aura des questions qui viendront de la part des confrères et notre consoeur qui est là, avant de terminer l'émission. Merci beaucoup. Nous nous sommes étendus longuement sur la lutte contre la corruption. Nous sommes partis de la bonne gouvernance. L'autre volet de la bonne gouvernance, c'est la justice transitionnelle. Chers amis, chers journalistes, à travers vous, j'aimerais m'adresser au peuple congolais pour faire voir, nous sommes malades, nous sommes en train de souffrir, mais nous n'arrivons pas à identifier notre maladie et les plaies. Les plaies, d'un côté, c'est la corruption, de l'autre, c'est la justice transitionnelle. C'est quoi la justice transitionnelle?
La justice transitionnelle, c'est une justice, je dirais presque des transitions vers une période trouble avec des dégâts et pour redevenir normal. C'est une justice de résilience. Quand un pays a connu des troubles et un conflit armé et qu'il y a beaucoup de dégâts, pour que les personnes qui se sont fait la guerre reviennent sur la table avec un nouveau vouloir vivre en commun, on met généralement en place une politique de réconciliation, une politique de justice transitionnelle qui a 4 étapes. La vérité, les poursuites judiciaires, la réparation des victimes et les garanties de non-répétition. Pour le cas du Congo, combien de milliards nous perdons en matière de corruption? Aujourd'hui, je ne le dis pas. Je dis simplement que le budget de 14 milliards, c'est un effort. Mais c'est rien pour nourrir les 100 Congolais par rapport à nos richesses. 100 millions. Parce que les 100 millions plutôt de Congolais. Et en plus, le constat, c'est que l'argent existe, mais que cet argent-là va dans les poches des gens. Il faut le récupérer par une bonne stratégie de lutte contre la corruption. On passe maintenant dans la justice transitionnelle, on fait la comptabilité des morts. Il y a à peu près 10 millions de morts. 10 millions de morts. Et jusqu'aujourd'hui, depuis 1993, 2003 jusqu'aujourd'hui, depuis 30 ans, vous connaissez un pays qui a connu 10 millions de morts. Et la guerre continue, Dieu seul sait. Ce matin, si les gens ne sont pas morts en Ituri, si les gens ne sont pas morts au Nord Kivu, nous comptons les morts tous les jours. Mais quels sont les éléments de réponse que nous donnons? Je dis, on ne peut pas construire un état de droit sans passer par la justice transitionnelle. Et pourquoi les 10 millions de morts? Pourquoi la justice, justement, n'a réagi pas? J'ai sauté. J'aurais dû partir de la proposition de commencer par la mise en place des commissions vérité et réconciliation. La vérité, ça signifie nous, Congolais. Nous devons savoir pourquoi il y a 10 millions de morts dans notre pays. C'est la vérité. Les poursuites judiciaires, nous devons savoir pourquoi les magistrats, la justice congolaise ne redresse pas les 10 millions de morts. Regardez le rapport Mapping. Ce rapport aujourd'hui est resté... Mais nous sommes comment, chers amis? Qu'est-ce qu'il faut, professeur? Ça, c'est le constat. Qu'est-ce qu'il faut? Le constat est aussi le même pour la corruption. Oui. C'est qu'il est difficile par la loi de poursuivre les auteurs de ces milliers de morts parce que, la loi, encore une fois, n'a pas prévu, n'a pas organisé ces poursuites. Sinon, quand elle a tenté d'organiser ces poursuites, je parle de 2013, un scandale. Ça signifie que les députés et les sénateurs se réunissent sur les 10 millions de morts. Ils disent la Cour d'appel pourra poursuivre. Mais un terme technique, mais la Cour d'appel ne pourra poursuivre que les justiciables relevant d'elle. Compétence personnelle de la Cour d'appel. Qui sont les justiciables directs de la Cour d'appel? Ce sont les mandataires de l'État. Ce sont les DG. Est-ce que c'est les DG sont pas des seigneurs de guerre. Seigneurs de guerre, non. Bon, ce n'est même pas le terme seigneur de guerre qui m'intéresse. Ce qui intéresse, c'est que aujourd'hui, ce que vous appelez seigneurs de guerre sont devenus députés, sont devenus sénateurs, sont devenus ministres. Voyez? Et toujours, comme ils sont devenus députés, sénateurs, sont devenus ministres, la loi qui a été écrite prévoit que les députés, sénateurs et autres ne peuvent pas être poursuivis pour ces crimes-là à travers la loi de 2013, parce que la Cour d'appel ne peut pas les poursuivre. Et les théoriciens du vide juridique, qui évoquent le vide juridique dans la lutte contre la corruption, reviennent dans les crimes de sang, pour dire qu'il y a aussi un vide juridique. Conséquence, le rapport Mapping est là. Non appliqué. Non appliqué. Voyez, encore chaque fois, cher Fabien, ce que j'ai relevé, c'est la dangerosité du législateur congolais qui s'est organisé pour mettre en place des lois qui assurent l'impunité. Comment le législateur assure-t-il l'impunité? Il s'organise pour
créer des obstacles juridiques constitutionnels pour empêcher le juge congolais à poursuivre, pour les crimes de prévarication, à poursuivre les cas de corruption, nous mettons dans la misère. Pour les crimes de sang, à ne pas poursuivre les plus grands criminels. C'est trop tard pour que les choses changent? Ce n'est jamais trop tard. Ce n'est jamais trop tard. S'agissant des crimes de sang, je dois le reconnaître honnêtement que le président de la République a mis en place, à travers le gouvernement, une commission chargée d'élaborer un projet de politique nationale de justice transitionnelle. J'ai eu le plaisir de diriger ce comité scientifique. Oui, oui. Le rapport a été déposé au gouvernement. Le gouvernement va prendre des projets de loi pour les soumettre à l'Assemblée nationale. J'espère, parce que ces projets de loi rentreront encore entre les mains de ceux-là même qui craignent, entre guillemets, les obstacles. Ils Et pourront ce qu'ils appellent des déverrouiller buts ce que vous avez juridiques. prévu. Et j'espère que... Donc on en est là, pour la justice transitionnelle, une question ou une exclamation. Quand je vois la réaction des Congolais par rapport à la proposition ou à l'évocation, par rapport à l'idée de considérer que l'ancien Premier ministre peut répondre devant la justice, quand je vois la réaction, la ferveur de la réaction, je suis paradoxalement étonné du silence des Congolais sur la non-poursuite des milliers de morts. 10 millions de morts. Aucune émotion populaire. 10 millions de morts. Nous les avons aujourd'hui, au moment où je parle. La liste, c'est, comment dirais-je, s'allonge. Ce matin, au moment où nous sommes en train de parler, Peut-être les qu'il y a- Congolais sont en train d'être tués. Oui. Regardez la réaction par rapport à l'idée de faire poursuivre au nom de la redevabilité, dans l'intérêt des Congolais, un ancien Premier ministre ou une personne futile, fût-elle un ancien Premier ministre, paradoxalement par rapport au silence de la plupart des intellectuels et de presque tous les Congolais par rapport à 10 millions de morts. Merci. C'est pourquoi je pense qu'il n'y aura pas d'état de droit. Je réponds à la question de départ. Par rapport à l'état de droit, il n'y aura pas d'état véritable. On ne construira pas d'état de droit sur le cendre de 10 millions de morts. Il faut absolument que notre justice soit à mesure d'apporter les éléments, des réponses à ces facteurs-là. De l'autre côté, pour la misère des Congolais, regardez le niveau de misère de notre peuple. Et qu'on demande aux dirigeants, qui eux gèrent les milliards, de rendre simplement compte. Ça soulève tous ces débats. Moi, je pense que le législateur congolais, ça va être intermédiaire, mais je l'assume. Le législateur congolais, quand même, est assez penché vers l'axe du mal. Et toute intelligence... Vos collègues professeurs de la colline autrefois inspirée, qui défendent l'autre cause et qui se fondent sur la première décision de la Cour constitutionnelle, donc apparemment ils ont raison de ne pas d'empêcher ou de dire que Matata ne peut pas être poursuivi quand même. Je suis désolé. Parce qu'il y a un vide juridique entretenu à dessein pour besoin des causes, afin de maintenir les Congolais dans la pauvreté, l'ignorance et la manipulation. Il y a eu une présomption de vide juridique. Mais en réalité, Il y en a pas. la doctrine a lancé pour influer sur les gens. Il n'y a pas de vide juridique. Je viens de vous donner les bases constitutionnelles qui sous-tendent la cristallisation. J'ai dit article 17, points 3 et 4. Je vais vous donner l'hypothèse où l'ancien Premier ministre est justiciable de la Cour constitutionnelle, article 99, et justement les tenants du vide juridique. Le vide juridique, tel que je le comprends, est une formulation à la base de
entre guillemets, de la confusion souvent entretenue dans la rédaction de la Constitution, mais qui n'a qu'un point de chute. Assurer l'impunité. Bien, professeur, c'est très bien. Nous étions très contents de vous recevoir. Mais il y a quand même une certaine opinion qui pense que le professeur Luzolo Bombi se réveille aujourd'hui parce qu'il est à la recherche d'un poste politique. Merci beaucoup pour cette question, plutôt pour cette évocation. J'ai envie d'en parler peut-être comme mot de la fin. Allez-y. Je suis de l'école de la pensée libre. On ne peut pas avoir des intellectuels avec une pensée unique. Je respecte le point de vue de tous mes collègues. Je pars de la considération en tant que scientifique que personne n'a le monopole de la connaissance. Personne. J'ai enseigné pendant des années, mais j'apprends toujours. Personne n'a le monopole de la connaissance. Mais mon métier de professeur ne peut pas être assimilé au chômage. Si on pense que le professeur ne vaut rien et qu'on dit qu'il est au chômage parce qu'il n'a pas de travail, c'est un peu triste de regarder le professeur de cette manière-là. Même si mon salaire était de $500, j'assume ça avec dignité. Et je pense à tous mes collègues professeurs qu'on ne devrait pas nous regarder ainsi, que lorsque librement nous émettons un point de vue, qu'on nous traite comme on nous a traités. Je ne répondrai pas. Parce que je me permets quand même de me souvenir de mes origines. Je suis né d'une province. Dans cette province-là, il y a une certaine sagesse. C'est le Congo central. Et qui me permet d'apporter une réponse à toutes ces injures. Et dans ma province, il y a une sagesse qui dit que lorsque vous courez derrière un fou, lorsque vous courez derrière un fou, il vous est conseillé de porter les habits. Parce que quoi? Parce que si vous courez derrière un fou, vous ne portez pas les habits. On va vous considérer ceux comme... qui vous regardent là, ils diront quoi? C'est un autre fond. Par conséquent, je pense que dans les cas d'espèce, il vaut mieux porter des habits. Mais en même temps, ma conclusion par rapport à l'état de droit, c'est que j'ai toujours tweeté ainsi, que l'état de droit n'a que deux bras. Le premier, c'est la justice transitionnelle parce qu'il faut protéger les droits de l'homme. Le deuxième? Et dans le droit de l'homme, les 10 millions de morts, il faut une réponse. Le deuxième, c'est qu'il faut protéger les biens et la richesse du peuple. C'est la lutte contre la corruption. Donc la pauvreté des Congolais est due par la corruption et le détournement des dirigeants. Et donc il faut ouvrir les poursuites pour que l'argent des Congolais rentre dans la caisse des Congolais, pour que cette misère que nous sommes en train de connaître puisse cesser par les actes de nos dirigeants. Et donc, moi je salue les efforts qui sont fournis actuellement par rapport à la justice transitionnelle, aux institutions, au président de la République, pour l'implémentation de la justice transitionnelle. Mais je considère que ces efforts vont être stigmatisés, mais surtout, j'espère que toutes ces lois, à partir de la Constitution, les lois de la République seront déverrouillées pour que l'axe intellectuel et législatif du mal cesse et pour que la redevabilité puisse permettre aux Congolais de connaître leur bonheur. Vous voyez, le vrai combat qui vaut la peine finalement pour nous, c'est le combat pour le droit. C'est le combat pour la justice. Parce que finalement, à travers tant de désirs formulés par les Congolais ou non formulés, c'est le règne de la justice. Merci. C'est le règne de l'état de droit qu'appellent les aspirations profondes du peuple congolais. Merci, professeur. Merci. Je rappelle aux téléspectateurs que vous aviez publié un ouvrage, un gros, avec combien de pages? Je vais le faire en même temps que les téléspectateurs. Combien de pages? 1137 pages. Et l'ouvrage, c'est traité des droits judiciaires, la justice congolaise et ses institutions, ouvrage publié par les professeurs Luzolo Bombilesa, professeur
des universités et ancien ministre de la Justice et Garde des Sceaux, qui nous a fait aujourd'hui le plaisir de participer à cette émission plateau spécial que nous avions eu l'occasion de présenter avec notre estimée consoeur Julie Sefou de Biwan. Merci beaucoup. Vous remettez ces ouvrages aux journalistes, mais c'est une bonne chose. Alors, il y avait également Fabien Lumbala de Télé 50 et Vincent Muzungu de 10e rue. Et bien sûr, votre humble serviteur Blaise Bokokia Sonza de la RTNC. Professeur, laissez-moi vous dire merci. Ça ne sera pas la dernière fois. Merci également à la consoeur et aux confrères qui ont animé avec moi cette émission. Merci à cette grande équipe. Cette grande équipe de la RTNC est chapeautée par Patrick Kachala, Montréal de tous les jours. Merci et grand sera pour nous le plaisir de vous retrouver avec la même ferveur prochainement, pourquoi pas, avec le professeur Zolo Bombilessa. Merci et au revoir.